Dernier numéro de cette émission, messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rythme de ces numéros de la création des DAB au PCR. L'Union sacrée de la nation est-elle fragilisée? Est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit-il continuer à faire confiance à certains de ses proches que beaucoup qualifieraient aujourd'hui des classiques du Front commun pour les Congos qui se retrouvent au sein de l'Union sacrée au vie de leur comportement, des agitations chaque jour qui passe au sein de cette famille politique de Félix Tshisekedi. Quelle analyse faire de cette situation? On en parle dans cette émission avec Sarah Mboui comme toujours. Daniel Roland-Lay, très contente de finir cette semaine en beauté avec toi et salutations aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Sam Tunda, voulais-je dire, il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir Maître. Bonsoir Daniel, bonsoir Sarah. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous les Congolaises et Congolais qui vont nous suivre. J'espère que ces moments seront un moment de partage et que ces moments seront bénéfiques à la nation. Alors, nous allons commencer cette émission par cette vidéo qu'on va suivre ensemble avant de réunir sur le plateau et commenter avec notre invité. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs des finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre des missions qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre des missions, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre des missions, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous. Et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPT. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé. Maître Sam, c'est normal dans un pays démocratique, dans une démocratie, dans un état de droit qu'on puisse vivre ce genre de scénario au moment où le président de la République promettait de ne plus reprendre les erreurs du passé. Mais aujourd'hui, avoir ces scénarios, avoir cette chose que beaucoup qualifieraient de théâtre entre un ministre et puis les inspecteurs des finances. Ça vous dit quoi? Alors, premier correctif, c'est ce que nous venons de voir, ne sont pas imputés au président de la République, il n'a rien à voir. Certes, l'IGF est un service de la présidence, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas le président de la République qui figure sur ces images. Alors, les responsabilités seront établies, mais ce qui est sûr, c'est que dans un pays démocratique, il est vraiment triste et scandaleux de devoir assister à un spectacle où on voit des agents de l'État, parce que le ministre est également agent de l'État, qui sont en plein tiraillement ou en règlement de compte avec des agents de l'IGF. Il y a une chose qu'il faut savoir. L'IGF
a compétence ou agit comme étant un OPG. C'est-à-dire que son rôle est la recherche d'infractions. Mais la différence est que l'IGF a une compétence matérielle bien précise, c'est-à-dire en ce qui concerne le contrôle des finances publiques et des biens de l'État, tel qu'établi par l'ordonnance de 1987 et le décret de 2013-87 portant création de l'IGF et de 2013 portant règlement général des comptes publics. La première chose est que ceux qui ont filmé et ont publié cette vidéo, je ne sais pas si c'était avec l'avis du ministre ou si même c'était la volonté du ministre, lui ont rendu un très très mauvais service. Pourquoi? Parce que premièrement, on se rend compte que c'est un litige ou un malentendu qui pouvait se régler en interne entre l'IGF et le ministre Tony Mwaba. Déjà, il faut savoir que l'IGF n'a pas encore répondu, donc on n'a pas encore exactement la version des faits de l'IGF. La première des choses, c'est que l'IGF ou ses inspecteurs n'étaient pas tenus d'aller voir le ministre. Parce que l'ordre de mission qu'ils avaient, puisque l'ordre de mission a même été signé le 24. Signé et publié sur Internet, l'ordre de mission était destiné à la DINACOPé. Même si la DINACOPé est une institution... Il y a un service autre que les cabinets. Oui, il y a un service autre. C'est dans le ministère, mais c'est en dehors du cabinet. Ils sont sous tutelle ou ils sont une émanation du ministère, certes, mais ils ne sont pas, ils n'étaient pas tenus d'aller voir d'abord le ministre. Parce que le ministre fait mention de quelque chose. Est-ce que vous avez le droit de venir fouiller les comptes comme si on vous avait dit qu'il y avait vol, il y avait infraction? Quand on lit les textes, parce que le ministre lui-même a parlé de la loi, lorsqu'on lit les textes, on vous dit que l'IGF a le droit de faire des contrôles a priori, concomitants et a posteriori. C'est-à-dire qu'ils ont le droit légitime de vérifier vos décaissements au quotidien. C'est leur rôle. Et ils ne sont pas en dehors de la loi. Alors, s'il peut avoir faute de la part de ces agents de l'IGF, s'il peut, j'ai bien dit s'il peut parce que nous n'avons pas entendu la version de l'IGF. La seule faute imputable à ces agents, c'est le fait d'avoir prétendument saisi des biens privés du comptable. Parce que le ministre fait mention... Si cette version est-elle vraie? Si cette version est vraie, qu'on a saisi des biens privés, oui, effectivement, ils ont été en infraction parce qu'ils ont compétence sur les biens de l'État et non pas sur les biens des privés, des agents de l'État. Il y a une distinction. Si effectivement ça a été le cas, alors là, oui, il y a infraction, si on peut le dire, mais aussi il faudrait l'établir. Mais en dehors de ça, compte tenu de ce que le ministre a dit, on a même l'impression que dans sa tête, c'est un règlement de compte parce qu'il parle de « on vous a utilisé, vous avez fait une sale besogne ». Donc on a l'impression que pour le ministre, ces agents n'étaient venus que pour nuire sous forme d'un complot orchestré par je ne sais qui. Est-ce que le ministre n'a-t-il pas raison, par exemple, quand il dit que... Parce qu'en suivant cette vidéo, certainement, il avait besoin que ces agents de l'IGF puissent d'abord commencer par lui présenter cet ordre de mission, même si on dit que ces services, c'est dans le ministère, mais c'est en dehors du cabinet. Est-ce que dans ces cas, le ministre n'a-t-il pas raison? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que la DINACOPé, certes, est sous tutelle du ministère, mais la DINACOPé aussi a un numéro 1. On n'est pas venu auditer le cabinet du ministre. Là, c'est différent. Le numéro 1 du cabinet du ministre, c'est lui, le ministre. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'une entité qui est sous sa responsabilité ou sous sa tutelle. Mais ça ne veut pas dire, parce que quand on lit la loi, il faut même essayer de comprendre le sens. Ouais. C'est-à-dire que l'IGF, déjà en amont, a supposé ou avait des doutes qu'il y avait des malversations financières. C'est une logique. Si on vous prévient à l'avance et que vous êtes effectivement dans des malversations, vous allez prendre la peine d'effacer toutes les traces. Donc là, ça veut dire que le ministre savait qu'en tout moment, les inspecteurs de l'IGF pouvaient descendre sur les terrains. D'ailleurs, selon une version que j'ai entendue, il semble-t-il que la veille de ce jour-là, les agents de l'IGF s'étaient déjà présentés pour leur prévenir qu'ils allaient venir faire un contrôle. À la DINACOPé, évidemment. Et puis là, la coïncidence fait que la DINACOPé se trouve dans la même enceinte que le cabinet du ministre. Bon, supposons que c'était
à deux extrémités de la ville. Il allait prendre l'avion ou, je ne sais pas moi, un bâton magique pour aller arriver là-bas rapidement. Moi, je ne vois pas trop le sens. Et surtout, filmer ces agents et les exposer comme ça en public. Moi, je trouve que les choses ne sont pas faites correctement. Voilà. Alors, Monsieur Sam, est-ce que les ministres n'ont pas le droit d'être contrôlés? Parce que là, on voit qu'il y a autant d'agitation. Bien sûr, il a le droit d'être contrôlé. Et l'IGF, en ce qui concerne leurs prérogatives, ils ont le droit de contrôler tout le monde. Parce que quand on lit les textes, on n'a pas fait exception d'une certaine catégorie d'agents ou d'institutions qui n'ont pas le droit d'être contrôlés. Mais là, on sent qu'il y a autant d'agitation. Oui, mais c'est une façon de donner déjà raison. C'est ce qui nous étonne parce que je suis certain que... Parce qu'il y a un moment, un des inspecteurs était en train de dire, si vous écoutez la vidéo, pourquoi vous nous filmez? Et il y a quelqu'un qui a répondu, je crois, un truc du genre, nous vous filmons ou quelque chose comme ça. Donc on aurait tendance à croire que même le ministre était au courant et était pour la publication de cette vidéo. En tant que juriste, je pense que les choses ne se sont pas faites correctement. Et puis il y a eu précipitation, on va aller au parquet, etc., etc. Même en droit, on privilégie toujours des solutions hors juridictionnelles. C'est-à-dire qui ne se finissent pas forcément devant les cours des tribunaux. Et il y avait moyen, selon mon avis, si effectivement ces agents étaient en erreur, il y avait moyen de régler le problème en interne sans devoir l'exposer. Mais le fait de filmer, est-ce que ce n'est pas une façon de... Bon, c'est vrai que ce n'est pas une bonne manière de faire, mais ce n'est pas une façon de montrer à la population que même le ministre aussi a les droits d'être contrôlé. Non, déjà en l'occurrence, ce n'est pas l'IGF qui a filmé, c'est le ministre qui a filmé. Enfin, apparemment, c'est l'un des agents ou des proches ou en tout cas collaborateurs du ministre qui ont filmé. Parce que sinon, un des inspecteurs de l'IGF n'allait pas se plaindre. Donc c'est eux qui ont filmé. Ils n'ont pas filmé pour faire voir que le ministre a envie de se faire contrôler. Ça c'est mon point de vue. Mon point de vue est qu'ils ont filmé pour montrer à la face des Congolais qu'il y a un acharnement vis-à-vis du ministre. Ce que certains pourraient même qualifier de fuite en avant. C'est-à-dire que si plus tard, M. Gilles Alinguete nous mettait sur la place publique des faits ou des preuves poignantes de détournement ou je ne sais pas quoi, le ministre pourra dire « Ah ben voilà, je vous avais déjà prévenu qu'il y avait une sorte d'acharnement vis-à-vis de moi. » Parce que quand on écoute ses propos, il relève effectivement qu'il y a une forme d'acharnement vis-à-vis de lui. Okay. S'il faut parler, s'il faut établir des responsabilités, s'il faut parler d'une infraction aujourd'hui par rapport à ces scénarios, on a vu, on ne sait pas certainement si, comme vous le disiez au début, ce sont les agents du ministère qui ont filmé. S'il faut établir, s'il faut parler d'une infraction, ce sera laquelle? S'il faut parler d'infraction, on pourrait imputer un abus ou un abus d'autorité ou un outrepassement de fonction. Dans le cas où la version du ministre est vraie, c'est-à-dire que ces agents ont saisi des biens privés, seulement dans ce cas-là. Il faudrait que ces biens privés n'aient pas été dans une caisse publique. Je donne un exemple. Supposons que, même les $1000, supposons que cette version est vraie. Si ces $1000 se trouvaient dans la caisse physique, je parle de la caisse physique, dans la caisse physique appartenant ou dans le coffre-fort appartenant à l'État, ces agents de l'IGF devaient considérer effectivement que cet argent appartient à l'État parce que le comptable n'a pas à mettre ses biens privés dans les biens de l'État ou dans le coffre-fort de l'État. Mais si cette version des faits n'est pas opportune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu confiscation de biens privés, déjà la personne qui a divulgué cette vidéo est en infraction parce que quand on lit le code du numérique, il y a déjà la protection de l'identité du présumé coupable. Parce que vous les avez exposés devant les vindictes publics disant qu'ils ont pris $1000. S'ils avaient besoin de $1000, ils devaient demander. Carrément, vous insinuez indirectement qu'ils avaient voulu voler ces $1000. Même si, partant du principe où ces $1000 existaient réellement. Donc, il y a effectivement bévu de ce côté-là. Est-ce que ce scénario peut-il, d'une manière ou d'une autre, signifier aussi, pour ce deuxième mandat du président Tshisekedi, il y a des gens qu'il faut écarter illico presto au vu de leur comportement. Parce qu'au risque de revenir sur faire la mea culpa, c'est le même comportement, c'est les mêmes actes posés dans le passé et revenir pour ce deuxième mandat. Déjà, il faut signifier que apparemment, il y a un antécédent existant entre M. Tony Mwaba et Jules Alinguete, parce que même lors de la première mandature,
il a fallu un moment qu'ils aillent visiblement se réconcilier auprès, auprès du secrétaire. du secrétaire général. Bon, partons du principe que c'était une discussion amicale, parce qu'on n'était pas dans la pièce, donc on ne peut pas affirmer que c'était une discussion officielle. C'était normal. C'est bon. C'était normal quand il s'agit d'un conflit entre un ministre avec un autre responsable gérant les biens de l'État. On peut aller pour trouver une solution devant le secrétaire général d'un parti politique. Nous ne pouvons pas affirmer qu'ils étaient allés là-bas pour trouver une solution, parce qu'on n'était pas là. À la limite, tout ce que nous, on peut affirmer, c'est qu'ils étaient tous les trois dans la même pièce, point barre. On ne sait pas de quoi ils ont parlé exactement. Ça pouvait être une discussion purement cordiale et amicale entre trois citoyens congolais. Voilà. Alors, pour répondre à la question, faudrait-il écarter des gens? Je pense que lorsque l'État n'est pas efficace tel qu'il le devrait, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et quand il y a un problème quelque part, il faut résoudre le problème, qui qu'il soit. Peu importe la nature du problème. Voilà. Monsieur Sam, est-ce que vous pensez que Tony Mwaba et l'IGF s'empoignent sur une mauvaise interprétation des textes? Parce que les deux camps s'accusent et parlent des violations des textes. Monsieur Tony Mwaba, à ce que je sache, le ministre Tony Mwaba, c'est un juriste et c'est un avocat. Je pense qu'en matière de maîtrise de texte, il devrait être plus aguerri que monsieur Jules Alinguete. Moi, je crois plutôt que le vrai problème est que monsieur l'Excellence ou le ministre Tony Mwaba, déjà dans sa tête, je pense qu'il y a même un communiqué qu'il a publié sur son compte Twitter, déjà pour lui, il y a un acharnement de la part de l'IGF vis-à-vis de lui, plus précisément M. Jules Alinguete. J'ai lu ça quelque part, je ne me rappelle plus si c'était sur le compte officiel du ministre. Et dans ce que j'ai lu, on affirmerait même qu'il y a des proches du président de la République qui veulent le remplacer. Alors, ils utilisent voilà, M. Jules Alinguete pour lui porter préjudice et être en mesure de le remplacer. Bon, ce ne sont que des supputations jusque-là parce qu'il n'y a aucune preuve. Ces acharnements peuvent être suite à quoi? Bon, déjà, on ne peut pas s'acharner à quelqu'un qui se trouve dans la légalité. Si monsieur le ministre Tony Mwaba est dans la légalité, que ça soit qu'on s'acharne sur vous ou qu'on ne s'acharne pas sur vous, on ne trouvera rien et vous ne serez pas mis à porte-à-faux. Voilà. Alors, l'union sacrée de la nation, on en parle face aux agitations. Vous savez ce qui se passe ces derniers temps au sein de cette famille politique du président Félix Tshisekedi, justement après les élections du décembre 2023. Et il y a celles-ci qui sont jetées, laissées. On parle même de jetées au calan grec par leurs dirigeants, par les autorités morales de leur regroupement, de leur parti aujourd'hui. Ça crée certainement des rancœurs au sein de cette partie. Par cet amour du pouvoir, tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde avait occupé un poste au sein du prochain gouvernement, dont le Premier ministre sera connu certainement dans les prochains jours, Maître Sam, l'Union sacrée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à croire à cette famille politique du chef de l'État? Dit par exemple, bon, Félix Tshisekedi peut aussi faire 5 ans en gardant des mêmes proches, des mêmes personnes, sans tension, ou bien déjà, cela fait craindre pour l'avenir de cette famille politique? Non, il n'y a pas de crainte à avoir. Tout politicien exerce la vocation de politique pour le gain du pouvoir. Même le secrétaire général Kabouya l'a rappelé. On ne peut pas pointer du doigt un politicien qui a des ambitions. Ce n'est que légitime. Parce que même dans une politique... Mais les ambitions, il faut les cadrer, il faut les faire, les manifester avec manière. Oui, tout à fait, mais jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a manifesté ses ambitions avec impolitesse, à ce que je sache. Parce que avant, on allait invectiver, heureusement d'ailleurs, on allait invectiver M. Vital Kamerhe en disant que non, il le fait de la mauvaise manière. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'ancien Premier ministre Sama Lukonde. Donc, jusque-là, il n'y a personne qui manifeste ses ambitions d'une mauvaise manière. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on n'a jamais vu ça à l'époque de Kabila, dans une famille politique du chef de l'État, pour revenir dans ce qu'on qualifiait à l'époque de la majorité présidentielle, qui est une plateforme qu'on puisse encore créer
comment on appelle ça, d'autres plateformes à l'intérieur, au moment où on a déjà une plateforme qui est connue, qui rassemble beaucoup de personnes. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal? Déjà, il faut savoir que les époques se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et chaque organisation a son fonctionnement. Ici, moi, je ne suis pas porte-parole des structures ou des petits groupuscules qui se créent au sein de l'Union sacrée, parce que je n'ai pas encore exactement une très très bonne maîtrise de la matière. Ouais. Mais je peux quand même prendre une phrase de M. Vital Kamerhe qui dira que nous avons créé le PCR pour aussi contribuer à faciliter l'organisation au sein de l'Union sacrée. Parce que vous devez savoir, je vais vous donner un exemple. La Belgique, si je ne me trompe pas, est 80 fois plus petite que la RDC. Mais la Belgique est quand même divisée en provinces. C'est pour vous dire que toute entité, pour son bon fonctionnement, il est idéal ou adéquat qu'elle soit partitionnée en plusieurs sous-structures. Alors, peut-être que justement, la création du PCR et du DAB est la manifestation du fait que, étant trop concentré aux élections, peut-être qu'il y avait une lacune en ce qui concernait l'organisation de l'Union sacrée en interne, mais même organisée en petite coalition, moi je ne trouve pas où est le péché. Alors, étant déçu par certaines personnes au premier mandat, bientôt, ça sera la sortie d'un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité que le président change complètement son entourage? Déjà, le gouvernement ne fait pas partie de l'entourage du gouvernement à proprement parler. Son entourage, on peut parler, politiquement parlant, on peut parler de son cabinet. En ce qui concerne le gouvernement, celui qui forme le gouvernement, déjà, c'est le Premier ministre. Je pense qu'il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. Laissons d'abord faire l'informateur ou le formateur. Ensuite, la désignation du Premier ministre. Et là, évidemment, on pourra spéculer sur qui mérite d'être dans le gouvernement ou pas. Quelles sont les qualités qui peuvent, selon vous, là je parle parce qu'on ne parle pas d'une manière générale, nous ne sommes pas dans la généralité, selon vous, qui peuvent aujourd'hui permettre au président de faire les choix du Premier ministre? C'est une très bonne question et elle est assez pertinente. Bon, moi je pense que la question ne devrait pas se poser de cette façon. Ce qu'on doit plutôt se demander, c'est qu'est-ce que le peuple congolais attend? Et je pense que sur base de ça, on doit être en mesure de sortir un profil. Parce que le Premier ministre à venir doit déjà être quelqu'un à qui plutôt le peuple congolais peut faire confiance et peut s'identifier. On ne va pas citer des noms, mais on sait que naturellement, il y a certaines personnes qui ne jouissent pas forcément d'une bonne image de la part de la population congolaise. Et celui qui est appelé à être au Premier ministre, ça c'est mon avis, doit être quelqu'un qui doit être facilement en mesure de fédérer cette confiance et de consolider cette confiance que le peuple congolais a vis-à-vis du président de la République. Est-ce qu'il faut tenir compte de la majorité? Parce que vous avez suivi dans une lettre un groupe de députés qui demandait au président de la République de ne pas faire le choix des ministres ou du Premier ministre partant de l'identification de la majorité au sein du Parlement. Est-ce qu'il faudra tenir compte de ça? Politiquement parlant, oui, et ça va être compliqué de ne pas tenir compte de ça. Parce que chaque regroupement qui ont envoyé leurs soldats à la guerre, si je peux l'appeler ainsi, une guerre saine, les élections, ils sont allés avec le principe de la force, c'est-à-dire allons rafler le plus de sièges possible pour être en mesure de réclamer aussi davantage de lignes de conduite en ce qui concerne le gouvernement. Alors, ce n'est que légitime que ceux qui ont investi pour gagner la confiance du peuple s'attendent en retour à être récompensés, si je peux le dire de cette façon, pour leur travail. Donc, ne pas tenir compte de la majorité voudrait signifier quoi? Prendre les ministres venant du ciel ou nommer des gens venant du ciel, ça va quand même être assez compliqué. Voilà. Au vu de tout ce on a remarqué depuis un moment dans ce pays, en tout moment où les présidents de la République font les choix, même à l'époque de Kabila,
d'un premier ministre partant de la majorité, on n'arrive pas à obtenir des résultats escomptés. Mais si ça arrivait que le président de lui-même, il pense que partant de son pouvoir discrétionnaire, il dit que bon, cette fois-ci, j'ai fait le choix que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la majorité, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur le plan politique? Ça peut créer la méconfiance. Bon, déjà, faut savoir que c'est constitutionnel. C'est légal, le fait qu'on identifie la majorité pour que le Premier ministre émane de cette majorité. Alors, quand on dit que le Premier ministre émane de la majorité, ça ne veut pas forcément dire que le Premier ministre doit être député national en amont. Non. Mais ça veut dire que la personne qui va être au Premier ministre doit être reconnue comme étant membre de cette majorité de la part de la majorité parlementaire. Donc la majorité parlementaire doit dire que oui, effectivement, cette personne est l'un des nôtres. C'est constitutionnel. Alors, est-ce que le président peut décider de ne même pas tenir compte de cette disposition constitutionnelle? Je pense que c'est vouloir induire le président en erreur. Lui qui prône cet état de droit, cet idéal auquel la République doit prétendre. S'il le faisait au nom du salut du peuple, parce que sa vision, c'est le peuple d'abord. Oui. S'il le faisait justement pour sauver le peuple, il décide s'il faut même violer certaines mais comment lois. vous pouvez vouloir que le président viole certaines lois? C'est un exemple que je suis en train de donner. S'il faut arriver à se comporter de cette façon justement pour sauver le peuple, pour que cette fois-ci qu'on puisse quand même avoir quelqu'un de responsable, quelqu'un qui va faire les choses d'une autre manière au bénéfice de la population. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faudrait pas parler du président alors là. Il faudrait plutôt dire, au nom du salut du peuple, il faudrait que les députés composant la majorité puissent accepter la personne que le président va choisir comme faisant partie de leur. Comme ça, il n'y aura pas de violation des textes. Ceux qui disent aujourd'hui que tous les ministres qui sont aujourd'hui élus députés nationaux, il faut que les présidents ne puissent pas les nommer comme des ministres. Ont-ils raison? Dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que je pense que déjà en amont, tout part de la loi électorale. Supposons qu'il y a 30 ministres et que les 30 ministres viennent de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 30 personnes qui n'auront pas été élues par la population congolaise et parfois même 30 personnes qui ne sont pas compétentes ou aptes à occuper la fonction de député national pendant la période d'indisponibilité du titulaire du siège. Parce que le Congo, aujourd'hui, on se retrouve avec des députés qui ont mis leurs enfants, qui ont mis leurs femmes comme étant des suppléants. Mais des fois, même ces femmes et ces enfants, on se rend compte qu'ils accusent des lacunes élémentaires. Alors, peut-être que si on se met dans la tête de ceux qui disent ça, la logique voudrait que, vu que y a risque qu'on se retrouve avec des suppléants incompétents, des suppléants en qui on ne s'identifie pas, autant ne pas nommer ces personnes comme étant ministres. Je ne partage pas forcément ce point de vue, mais je trouve que ce point de vue n'est pas non plus illogique. Alors, Union Sacrée aujourd'hui, on parle de la méconfiance, on parle des tensions, on parle de tout ça parce que ce n'est que normal, puisque les gens, ils ont travaillé pour qu'au finish, ils puissent avoir aussi des postes au vu de leur soutien au chef de l'État. Mais ces tensions-là, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, ça peut aussi fragiliser cette famille politique du président de la République au risque que les présidents puissent faire la mea culpa, comme c'était à l'époque du FCC Cash, dire ok, vous n'êtes pas en train de me faciliter la tâche, c'est le moment certainement de créer un autre regroupement, une autre plateforme pour me permettre de bien gérer les pays. Si le président de la République estime que pour l'intérêt suprême de la nation, il devrait créer une autre plateforme, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais dire qu'il y a de la méfiance entre nous, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a surtout beaucoup de supputations. Parce qu'il n'y a personne qui est en mesure d'affirmer tout ce qu'il est en train d'avancer. Nous sommes tous, bon, ceux-là qui le disent, sont tous dans les supputations. Dans les A, c'est sûrement lui qui a fait ça. Non, c'est sûrement eux qui ont fait ça. On l'a vu d'ailleurs lors de la messe, ou du culte de la messe, en l'honneur du docteur Etienne Tshisekedi, le secrétaire général, ou l'honorable Kabouya,
venir accueillir Vital Kamerhe à sa descente de la voiture. Et si c'était de la ruse politique, justement pour calmer les tensions Si c'est en public, mais dans les coulisses, on connaissait que ça peut arriver, ça peut passer entre les hommes, entre les politiques. Non, il ne faudrait pas déjà faire un procès d'intention au secrétaire général. Mais si c'est le cas, je pense qu'il est le seul qui puisse le savoir. On ne peut pas se mettre à suppiter ou à essayer de deviner ce qu'il y a dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que en politique, effectivement, comme certains disent, il y a beaucoup de coups qui sont permis. On va voir certainement les logos de l'Union sacrée. On dit que l'Union sacrée pour un Congo fort, libre et prospère. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que les slogans, ou bien les mots choisis à l'intérieur de ces logos, ça marche de pair avec les réalités, ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette famille politique? Je dirais que les mots choisis, d'ailleurs, sont très parfaits. Le logo est très beau aussi, hein, en passant, soit dit en passant. Oui, je ne vois pas d'incongruité entre... Est-ce que le Congo est fort? Entre le slogan et... Est-ce que le Congo est libre? Est-ce qu'il y a encore de la prospérité dans ce pays? Est-ce que nous sommes colonisés? Le Belge est parti depuis 1960. Nous sommes libres, nous sommes souverains. La prospérité, c'est cet idéal auquel on espère. Nous tous, en tant que Congolais, on espère enfin voir émerger ce Congo prospère. Il ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être que le président de la République ne sera que celui qui posera les bases, parce qu'il faut pas oublier ça. Il y a la continuité de l'État. Peut-être que le président de la République, lui, son rôle, le rôle qui lui a été assigné, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, excusez-moi, le rôle qu'il a été assigné par Dieu, peut-être que c'est seulement de poser les jalons et les bases de la prospérité qui viendra à l'avenir. Mais pour moi, nous sommes effectivement sur la bonne base de ce Congo prospère. En ce qui concerne ce Congo fort, oui, c'est un Congo qui souffre beaucoup d'agression. Oui, c'est un Congo qui pleure chaque jour ses enfants. Mais je crois aussi que ce slogan, en fait, révèle davantage cet idéal, cette volonté à laquelle espère arriver l'Union sacrée de la nation, dont je fais partie. Alors aujourd'hui, l'opposition refuse de travailler avec vous. Oui. Vous pensez que ce pays peut être dirigé dans la démocratie sans membres de l'opposition au Parlement? Ils ont dit qu'ils ne vont pas siéger. Si jamais cela arrive, vous pensez que ce pays peut être dirigé dans la démocratie sans pour autant avoir un membre de l'opposition au Parlement? Bon, peut-être que j'ai halluciné, mais j'ai cru voir l'honorable Matata, non? Le jour de la rentrée, ou bien j'ai halluciné. Si ce n'était pas une hallucination, je crois avoir vu l'honorable Matata Pogno. Il n'est pas le seul opposant. Oui, mais il est déjà un opposant. Du fait qu'il ne se reconnaît pas comme étant dans la vision du chef de l'État, il est opposant. Même s'il n'y a que deux opposants, on va composer avec les deux opposants. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais déjà, il faut savoir que le rôle de l'opposition, c'est aussi des fois, nous rappeler nos promesses, c'est de nous bouger, si je peux le dire, nous qui sommes au pouvoir, pour que l'intérêt suprême de la population reste la priorité. Parce que dans toute organisation, même dans les entreprises, c'est pas pour rien qu'il existe l'audit interne. Parce que, en dépit du fait que l'entreprise poursuit des objectifs, mais il faut toujours qu'il y ait des personnes qui sont là dans le haut, on ne sait jamais. Alors ces opposants, compte tenu du fait que je suis convaincu que certains aiment réellement la population congolaise et ils veulent réellement l'intérêt de la population congolaise, je ne vois pas de raison de refuser de travailler avec le pouvoir. Je vais même vous donner un exemple. À la base, Martin Fayulu avait refusé d'aller aux élections. Mais pourquoi est-ce qu'il était finalement allé aux élections? Parce qu'il avait dit que si j'étais resté à l'extérieur du processus électoral, je n'aurais pas pu continuer mon combat, si je peux le dire ainsi, pour un bon processus électoral. Alors c'est la même chose avec la gestion de la chose publique. Rester à l'extérieur n'aidera personne. Ça n'aidera pas la population congolaise et ça ne leur rendra pas service. Mais même s'il n'y a qu'un seul opposant, on va travailler avec un seul opposant, il n'y a pas de problème.
Et cet opposant peut susciter aussi les autres à pouvoir accepter cette main. Oui, je pense que oui, parce que le président de la République a d'ailleurs tendu la main aux opposants. Moi, je pense que la meilleure manière de nous prouver que nous avions tort, c'est d'accepter cette main tendue et de prouver au peuple congolais que non, voilà, nous sommes réellement les travailleurs. Nous méritions votre confiance plus que ceux-là de l'Union sacrée. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure occasion de le montrer. Parce que tant que vous allez refuser de travailler, sur base de quoi vous allez pouvoir affirmer que non, moi, j'étais en mesure de faire mieux ou j'étais en mesure de faire différent. Et sur base de quoi ils peuvent refuser aussi de travailler avec vous? Ah, bon, je pense que... Est-ce que c'est toujours le fait de contester cette victoire du président? Oui, je pense que ça trait à ça. Bon, moi, je ne suis pas leur porte-parole, je ne sais pas. Mais je ne peux que suppiter. Je pense que c'est du fait que, jusqu'à présent, ils refutent la légitimité de ces élections. Est-ce que nous sommes purement dans une normalité absolue, dans un pays démocratique, dans une démocratie, si ça arrivait que l'opposition puisse disparaître, que celui qui est au pouvoir, ou bien ceux qui sont au pouvoir, puissent commencer à avoir cette tendance d'être content, d'être heureux de la disparition de l'opposition? Déjà, la disparition de l'opposition dépend essentiellement de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la volonté de ces opposants à disparaître. Parce qu'il n'y a personne qui les a poussés vers la porte. Allez-vous disparaître, laissez-nous la place. La deuxième, c'est le peuple congolais. C'est-à-dire que ces opposants n'ont pas été élus ou n'ont pas été votés. Il n'y a que ces deux hypothèses qui peuvent justifier, entre guillemets, cette disparition de l'opposition. Mais je pense que dans un monde idéal ou dans un monde parfait, c'est le seul contexte où on peut assister à un pays où il n'existe pas d'opposition. Maître Sam, connaissez-vous la superficie de la RDC? 2 345 450 km². Maintenant, si aujourd'hui on vous demandait, un enfant vous demandait, Papa Sam, donne-moi la superficie de la RDC, vous allez donner la même réponse? Je sais là où vous voulez en venir, vous voulez... Vous voulez faire allusion? Je vais vous aider. Non, je fais allusion à rien, je pose la question. Je vais vous aider à compléter la question. Ok, avec plaisir. Vous voulez faire allusion au fait qu'il existe des territoires qui sont sous occupation. C'est ça? Oui, avec tout ça. Alors, est-ce que je vais répondre ainsi à mon enfant? Oui, je vais lui dire que le territoire congolais est estimé à 2 345 400 km² officiellement. Officieusement. Ah, mais officiellement, il existe toujours des aléas. Avec cette affaire du recensement. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le recensement, vous et moi, la dernière personne recensée à ce que on sache, c'est le ministre Mouyaya qui avait obtenu la carte. À ce que je sache, en tout cas, vous et moi, je ne fais pas partie de la cuisine interne, certainement. Vous pensez que c'est parmi les erreurs aussi du premier mandat du président? Non, pas erreur. Parce que le président de la République, lors du premier mandat, il avait beaucoup de défis. Il faut savoir que le premier défi, c'était d'abord d'être en mesure de collaborer avec le FCC. Ensuite, il faut savoir que même le recensement dont on parle, ça ne va pas se faire en une année. Ça ne va pas se faire en 2 ans. Non seulement que ça demande beaucoup de moyens logistiques. Et comment on va procéder avec? Parce que jusque-là, il n'y a aucun signe qui prouve que le recensement a commencé. En suivant la dernière sortie dont je parle avec le ministre Mouyaya et même le ministre de l'Intérieur, à ce que je sache, les préparatifs internes sont déjà en train d'être mis en place. Alors peut-être qu'on pêche par manque de communication pour que nous soyons vraiment fixés sur où est-ce qu'on en est, quand est-ce que les choses vont vraiment débuter de manière certaine. Parce qu'il faut savoir que sans recensement, il sera difficile d'avoir des politiques efficaces. Il sera difficile de savoir, par exemple, combien de Congolais faut-il réellement nourrir. Parce qu'on ne sait pas combien de Congolais il y a sur le sol congolais. Quand on parle de 100 millions d'habitants sur notre territoire, ce sont des approximations.
Ce ne sont pas des chiffres exacts. C'est pourquoi ça pose même problème, même au niveau de la stabilité sur le plan économique. Oui, exactement, parce que comment vous allez même faire pour quantifier exactement le taux de chômeurs ou la quantité de chômeurs? C'est compliqué lorsque vous ne connaissez pas l'effectif total de la population. C'est comme ça que je dis que le recensement, à mon avis, est aussi une priorité à laquelle on ne doit pas déroger lors de ce second mandat, si réellement on veut que les politiques que nous allons mettre en place puissent être efficaces. Mais pourquoi lors de son discours à l'investissement, il n'a pas soulevé ce point? Est-ce que vous pensez qu'il a oublié cela? Non, je ne dirais pas qu'il n'a pas oublié, mais s'il faille énoncer point par point tous les défis de la RDC, je pense qu'on va même faire 48 heures ou 3 jours en train de les énoncer. Vous avez dit que c'était une priorité. Ça, je dis selon moi. Mais le président de la République ne l'a peut-être pas dit nommément, mais déjà quand il fait allusion à « nous allons veiller à ce que ce qui n'a pas été fait lors de la mandature passée puisse être fait lors de cette mandature ». Le recensement en fait partie vu qu'il n'a pas été fait lors de la première mandature. Maître Sam, je reviens sur ma question. Aujourd'hui même, sans Bunagana, on peut garder la même superficie de la RDC? Oui, on a la même superficie, mais on doit se battre maintenant pour que cette superficie quitte du cadre purement théorique et redevienne dans le cadre factuel. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire que la superficie de l'Ukraine aussi a été amoindrie. Non. C'est vrai qu'une partie de l'Ukraine est sous occupation russe, mais d'un point de vue légal, le territoire congolais est toujours estimé à 2 345 000. Bien sûr, mais c'est battre comment? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Changer par exemple notre politique au niveau de la sous-région, au niveau des Grands Lacs, la politique de la RDC envers ces pays voisins? En tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est que je pense que la RDC fait partie de très peu des pays qui ont énormément de voisins. On en a 9, si je ne m'abuse. Et l'attractivité de notre sol et de notre sous-sol nous rendra toujours vulnérables, si je peux le dire dans ce sens-là. C'est comme ça que le président de la République a commencé avec la priorité de dresser ou d'établir une loi sur la programmation militaire. Parce que nous ne devons pas oublier que notre armée a toujours souffert de ces brassages, de ces mixages pendant de nombreuses années. Donc, il peut y avoir des stratégies qui sont mises en place, mais des fois qui accusent des lacunes d'un point de vue interne. Alors, effectivement, si les stratégies utilisées actuellement ne donnent pas les résultats escomptés, la logique voudrait qu'il y ait changement de stratégie. Mais je ne suis pas suffisamment outillé en stratégie militaire pour vous répondre. Est-ce qu'il faudra rester dans cette diplomatie dite agissante du chef de l'État, ou bien cette fois-ci pour qu'on puisse même vivre même en paix de ses côtés, même pendant des jours, qu'on puisse changer carrément la politique? Par exemple, là je parle, est-ce qu'il faudra adopter, continuer avec cette la diplomatie en tout moment? Il faut chercher à vivre en paix, il faut chercher ses relations avec nos voisins. Il faut pas, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui d'appliquer par exemple cette méthodologie-là de la guerre, comme a toujours été la politique étrangère des États-Unis? C'est d'ailleurs ces mots qu'on a, ces slogans qu'on a toujours l'habitude de répéter: celui qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce qu'il faut faire la guerre pour avoir cette paix, ou bien on peut toujours continuer avec la diplomatie en espérant cette fois-ci obtenir gain de cause? Il n'y a pas de pays qui aime la guerre. Il n'y en a pas. Tous les pays aspirent à la paix. Déjà, il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas la même réalité géographique que nous. La deuxième chose, c'est que les États-Unis d'Amérique est beaucoup plus fort, beaucoup plus stable militairement que la République démocratique du Congo. Donc, c'est déjà deux réalités qui sont différentes. Et une autre chose qui est très importante qu'il faudrait savoir, c'est que, à part le Rwanda et l'Ouganda, qu'on cite parfois nommément,
visiblement, il y a beaucoup de nos voisins qui envient nos richesses. Alors, il ne faudrait pas se lancer bec et ongle dans une politique de guéguerre. Cela pourrait nous desservir parce que si nos voisins décidaient de faire front commun pour nous contrecarrer, nous serons dans la difficulté, sachant que nous ne sommes pas encore suffisamment bien assis militairement, comme les États-Unis, pour faire face à toute agression de la part de nos voisins. La diplomatie doit toujours être la priorité par rapport à la guerre. Donc c'est tout à fait une logique de d'abord partir sur une assise diplomatique. Le président de la République l'a dit, il est parti sur une assise diplomatique et elle n'a pas forcément porté les fruits opportuns. Et il nous a dit, il nous a promis à nous tous Congolais qu'il allait prendre les dispositions idoines. La moindre escarmouche. Mais l'Ouganda, les Burundis aujourd'hui, quand on a vu que le Rwanda était devenu un danger, oui, il a vite fermé la frontière. Quelque chose que la RDC n'arrive pas à faire jusque-là avec le Rwanda. Est-ce que déjà le Burundi a la même dépendance, si je peux le dire comme ça, que le Congo a avec le Rwanda en ce qui concerne même les échanges commerciaux? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le Burundi a la même réalité relationnelle et même commerciale que la RDC a avec le Rwanda. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent au Rwanda. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est le cas aussi au Burundi. Il y a beaucoup de Burundais qui vivent au Rwanda. Idem avec les Rwandais aussi. Il y a beaucoup de Rwandais qui vivent au Burundi. Mais malgré ça, le président burundais avait remarqué que le Rwanda devenait plus dangereux certainement qu'avant pour protéger son peuple. Il a quand même, au-delà de tout ça, les facteurs que vous évoquez ici, et qui sont importantissimes aussi, ben, il fallait sauver la population, il fallait protéger la population. Il a pu fermer la frontière. Oui, je n'en disconviens pas qu'il existe aussi des Burundais qui restent au Rwanda. Moi, j'ai répondu à la question en partant du principe de est-ce que c'est la même dépendance que le Rwanda a avec la RDC que le Rwanda a avec le Burundi? Je ne crois pas forcément. Des fois, l'intérêt suprême de son peuple, c'est aussi accepter de consentir certains sacrifices à certains moments pour limiter la casse. Voilà. Vous pensez aujourd'hui, pour le deuxième mandat du président de la République, Félix, s'il faut qu'il donne un cadeau, un des meilleurs cadeaux pour la population congolaise, ça peut être quoi? La paix. La paix sur tout le territoire congolais. Et cette paix-là, comment l'obtenir le plus vite que possible? Le plus vite possible. Ah, ça c'est pas évident à répondre, hein, parce que on peut planifier, mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on s'imagine. La Russie, en attaquant l'Ukraine, s'imaginait que ça allait être fait en un rien de temps. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on tend vers 2 ans, la guerre existe toujours entre la Russie et l'Ukraine. Donc, une solution miracle, je n'en vois pas. Si jamais il échouait, cela sera un aveu d'échec pour lui? Déjà qu'on échoue, c'est un échec. C'est la logique. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'attacher à des sentiments ou à des suppositions négatives. Il faudrait espérer, parce que c'est pour notre bien-être, c'est pour la population, nos compatriotes congolais qui souffrent. On a espoir et on croit qu'on va réussir. Dernière question, Maître Sam. Comment vous trouvez la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Comment je trouve la configuration avec les nouveaux députés qui sont venus? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir, on peut espérer à cette Assemblée nationale pour proposer des belles choses au bénéfice de la population congolaise? Déjà, j'espère qu'on aura moins de députés qui dorment par rapport à la mandature passée, parce que visiblement déjà le premier jour, il y a certains qui étaient fatigués, qui dormaient déjà. Alors on espère déjà qu'il y aura moins de députés qui seront en train de dormir. Mais en ce qui concerne les propositions, je ne saurais pas vous répondre exactement parce que je ne connais pas les capacités intellectuelles de chacun. Voilà. On ne peut qu'espérer que la population congolaise qui les a envoyés là-bas, non pas pour dormir mais pour travailler, va être bénéficiaire d'un bon travail. Voilà. L'émission est terminée, Maître Sam. RDC obeta l'autre. Oui, vite. nayebi ke tokobeta bapoumon na baorgane eza na kati, me toza na confiance ke tokolonga tobeta bango fimbo.
Alors, l'émission est terminée, maître. Votre conclusion. Merci beaucoup pour l'invitation et je salue toute la population congolaise qui va nous suivre. Et tous en a espoir que les lots à la taureau. Merci Sarah. Merci Daniel et merci aux grands supporters de la RDC. Là, je vois Tanya Mouwadi, Issa Kazaka, James Mouka, Benny Kapimba et Lydie Fora. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de cette émission pour cette semaine. On va se retrouver le lundi 16h pour un autre numéro de ce magazine. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République. Vive la RDC.